Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le premier de tous les points mercato qu'on va faire cet été sur cette chaîne YouTube. Un été qui s'annonce bouillant au PSG avec une tonne d'actualités et une première information de la plus haute importance. Non, je ne suis pas décédé, je suis toujours vivant après 15 jours sans vidéo. On est bien de retour pour tout l'été bien sûr, comme chaque année. À la fin de mon année universitaire, je me prends 15 jours au mois de mai de repos, de distance avec les réseaux sociaux. On est bien de retour et je remercie mon club parce qu'évidemment j'ai loupé une tonne d'actualités, mais celle qui ressort le plus, et ça j'aurais jamais pu le prédire, c'est un gardien russe inconnu au bataillon qui va signer au club et qui est donc le sujet de cette vidéo. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, comme je le disais en intro, décider de déconnecter du PSG et de son actualité folle pendant plus d'une semaine, c'est un choix difficile que je recommande pas, parce que quand tu reviens, t'as l'impression d'être un PDG du CAC 40 tellement t'as d'informations à rattraper. Et c'était mon cas ce matin quand je me suis posé sur mon bureau, que j'ai dû choisir un sujet pour cette vidéo, parce qu'il y en a une tonne en fait, que ce soit au niveau du mercato, mais aussi sur le terrain. Il y a 4 matchs qu'on n'a pas débriefé quand même. Bon, le Toulouse était assez horrible, Nice, Metz, la belle finale remportée face à Lyon la semaine dernière en Coupe de France. Et franchement, au début, je voulais faire la vidéo sur ce match face à Lyon parce que toute la saison, j'ai dit que la Coupe de France me tenait à cœur, que je voulais absolument la récupérer après 2 éditions qu'on avait loupées, où on s'était fait éliminer assez tôt dans la compétition face à Marseille et Nice, rappelez-vous, au penalty PSG de Pochettino. Là, on a eu un parcours assez compliqué quand même, hein. Brest, Rennes, Nice et puis Lyon en finale. C'est quand même un parcours très intéressant pour au final reprendre la coupe. Victoire 2-1. Sur cette finale, même si en deuxième mi-temps on s'est un petit peu endormi, je trouve que c'était un bon dernier match de la saison qui ouvre la voie aussi à la saison prochaine qu'on va devoir faire sans Mbappé. Et justement dans cette finale, bon, il a pas été bon, ça dénote pas avec sa deuxième partie de saison. Par contre, il a pas marqué. Et ça, c'est vrai que voir Mbappé éclipsé au tableau d'affichage au profit de Dembélé notamment, ça fait plaisir. Et c'est de bon augure pour la saison prochaine qu'on attend impatiemment, même si d'ici là, il va se passer énormément de choses. Donc, j'aurais pu revenir sur le terrain. Au final, c'est vrai que depuis samedi dernier, je pense que vous avez eu le temps de bien gamberger sur cette finale. Il y a toutes les infos mercato, Kvara qui devient concret, Lenny Yoro, les échecs aussi, Bruno Guimaraes qui a été un petit peu éclipsé, l'extra sportif. Les histoires de salaire pas payé à Mbappé, la virée à Cannes. La virée à Cannes, ça je me suis régalé quand j'ai lu ça, punaise. La série Netflix Mbappé avec un nouvel épisode, cette fois c'est Marié au premier regard, avec cette nana qui a pris 150 000 abonnés juste parce qu'il a regardé. Alors ça je me suis régalé. Les joueurs exclus de l'entraînement par Luis Enrique, bref, il s'est passé une tonne de choses en mon absence, mais ce que j'ai sélectionné pour ce soir, c'est quand même le premier transfert de l'été, qui est bouclé. Celui de Matvei Safonov, bien sûr, joueur russe de 25 ans, inconnu au bataillon. Le transfert en lui-même peut interroger. Après, le fait que le PSG bouge sur un gardien, on le savait. Ça faisait quand même un mois qu'on avait beaucoup de rumeurs comme quoi le PSG voulait un numéro 2, sonder plein de gardiens du côté de l'Ajax, je crois, avant que je m'absente. Et il y a eu d'autres rumeurs aussi sur lesquelles on va revenir dans cette vidéo. Donc voilà, parlons de Safonov qui va très probablement être la première recrue du PSG cet été. Donc cette piste est sortie mercredi de la semaine dernière, pas cette semaine, dans la presse russe, hein, comme d'habitude. L'exclusivité est aux journaux locaux. Voilà. Ensuite, ça a été confirmé 2-3 jours après par la presse française. Alors,
Mercredi dernier, c'est le moment où vraisemblablement Luis Enrique aurait fait une visio avec le joueur pour lui dire qu'il voulait le recruter et le convaincre à venir. Donc ça c'est intéressant parce que ça rejoint toutes les déclats qu'a fait Luis Enrique. Donc il avait dit pour moi il y aura pas de vacances. Oui, je serai plus au campus, je serai dans ma maison en Espagne, mais je vais travailler sur le mercato. Tous les joueurs qui veulent venir, ils peuvent venir. Limite, on peut se demander s'il a pas mis la pression à sa direction, tellement il a parlé de mercato après la finale de Coupe de France face à Lyon. Ça montre bien sûr qu'il veut de Safonov, quand on entend qu'il a fait une visio avec lui, et qu'il s'implique dans le mercato. Ça montre qu'il va avoir un autre rôle que l'été dernier, où il y a eu la moitié du mercato fait avant qu'il arrive, et où il avait pas eu grand chose à dire sur les joueurs recrutés après, notamment par exemple Kolo Muani qui est un dossier de Nasser et où le mariage n'a pas vraiment pris, même si Luis Enrique l'a soutenu publiquement d'une manière extraordinaire pendant toute la saison, et même dans les faits en fait, au-delà de la communication, Luis Enrique a vraiment été un vrai soutien de Kolo Muani. Il l'a fait rentrer à de nombreuses reprises. Il a été titulaire sur les 6 matchs de poule de Ligue des Champions, même si c'est vrai que là, ces derniers mois, c'était plus possible, quoi. Même si Deschamps, en mars, nous a fait une déclaration un peu lunaire en nous disant ce serait bien que le PSG le fasse plus jouer, on était à un moment de la saison où il mettait plus un pied devant l'autre. Et voilà, il fait partie des joueurs qui, selon moi, doit avoir un vrai débat sur la question d'un départ cet été, même si, comme je disais en fait au tout début, comme c'est un dossier de Nasser, par ego, et puis surtout parce que quand tu recrutes 90 millions à un mec en matière d'amortissement, tu peux pas le vendre un an plus tard moins de du coup 75 millions. Bon, ça limite tout de suite les prétendants à faire partir Kolo Muani, mais la question pourrait se poser. Donc voilà, bref, on a un Luis Enrique très investi. Pour revenir sur Safonov, c'était une piste aussi de Luis Campos, qui depuis longtemps le suit. Alors il en voulait visiblement quand il travaillait au Celta Vigo, même si ça c'est pas très rassurant qu'il recrute un joueur qui voulait faire venir au Celta Vigo. Il s'est même déplacé à Krasnodar pour aller le voir. Donc là-dessus, voilà, on a directeur sportif et entraîneur qui sont sur la même longueur d'onde. Donc il devrait être la première recrue de l'été. Il a passé sa visite médicale cette semaine à Paris selon Fabrice Hawkins. Contrat jusqu'en 2029. Ça, on va y revenir sur la question du contrat. 15 à 20 millions d'euros l'indemnité de transfert avec les bonus. Les 20 millions d'euros, bien sûr. Officialisation, alors, pas avant le 1er juillet, mais le conseil d'administration de la LFP va se réunir le 5 juin et peut-être qu'il devrait avancer la date d'ouverture du mercato au 10 juin. Et du coup, s'il l'avance au 10 juin, peut-être que Safonov pourrait être officialisé au mois de juin. Parce que là, 1er juillet, en fait, c'est la date actuelle d'ouverture du mercato. Il pourrait l'avancer. Et le PSG attend justement cette échéance pour communiquer. Voilà. Revenons sur le poste de gardien. Comme je disais, pas surprenant de voir le PSG recruter un numéro 2 parce que, alors Navas est parti et si on parle de manière brute en fait, donc on fait partir un numéro 2 qui nous coûtait 10 millions par an en matière de salaire. Il n'y avait pas d'amortissement sur Navas parce que il avait prolongé son contrat et même on avait donc amorti les sous qu'on avait sortis dans le cadre de l'échange un peu bizarre avec Areola avant donc la prolongation. Donc 10 millions de salaire, ok. On va le remplacer par un mec qui, en matière d'amortissement, va coûter 3. Le salaire, si on parle en brut, franchement, s'il atteint 4, c'est vraiment le maximum, quoi. Je pense pas que Safonov va coûter plus de 4 millions bruts en salaire, ce qui ferait donc 7 millions par an. On passe de 10 à 7 millions. Sachant que sur les 7, il y en aurait, que 4. Là, je parle avec mes suppositions. Il n'y a eu aucune information pour l'instant sur le salaire de Safonov, mais ça m'étonnerait qu'il dépasse les 4 bruts, sachant que le salaire, c'est ce qui nous intéresse pour la masse salariale. Donc, on passe de 10 à 4 pour un numéro 2. De manière brute, le PSG, comptablement, s'y retrouve. Après, de manière relative, 20 millions pour un numéro 2. Un numéro 2 qui a pas d'expérience européenne, qui est certes international avec la Russie, même si ça veut plus trop rien dire depuis la guerre en Ukraine puisqu'ils sont exclus, qui a peu de références
à l'échelle européenne, si ce n'est un bon match en 2021 face à Rennes. Par rapport à Keylor Navas, qui était quand même une sacrée référence, qui avait de l'expérience, qui était un leader du vestiaire, un joueur qui a souvent fait des barbecues chez lui, par exemple, pour souder le collectif, qui a été un homme fort de ce PSG 2020 très sud-américain. Là, on recrute un Russe, on ne sait pas quelle langue il parle pour s'intégrer dans l'équipe. Donc c'est vrai que de manière relative, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ensuite Tenas, qui était donc 3e gardien cette saison. Alors, il est venu libre l'été dernier, le Barça ne l'avait pas retenu à ce moment-là, il est excellent au pied, mais on comprend pourquoi ils l'ont pas retenu quand tu vois les buts qu'il a encaissés, quoi. C'est pas un excellent gardien. Déjà, il est petit. Face à Clermont, face à Toulouse, il y a des buts qu'il prend où on peut se dire si tu fais 10 cm de plus, peut-être que tu le prends pas. Pas très bon sur sa ligne, voilà. Enfin, il fait pas d'arrêt, tout simplement. Il fait pas d'arrêt. Il y a la question de Letellier aussi, parce qu'il y a un intérêt de Saragosse, donc il est en fin de contrat au 30 juin. Est-ce qu'il va gratter sa traditionnelle prolongation à 30 000 euros par an? On rappelle qu'il a le plus beau job de tout l'univers. Parce que la question des joueurs formés au club va se poser aussi. Alors, je suis pas un apôtre du projet Île-de-France vanté par Nasser l'année dernière pour au final aujourd'hui se retrouver avec un Uruguayen, un Coréen, un Slovaque, Skriniar, et là donc un Géorgien pisté, Gvara, et un Russe en termes de gardien numéro 2, donc chapeau le projet Île-de-France qu'on nous vendait il y a un an. Mais dans tous les cas, force est de constater que Mbappé a été considéré comme formé localement et peut-être même formé au club, puisqu'il a rejoint le PSG. Faudrait voir à quel âge il a rejoint le PSG, mais dans tous les cas, tout joueur qui a passé 3 ans consécutifs au club entre 15 et 21 ans est considéré comme formé au club. Donc si Mbappé nous a rejoint avant 18 ans, de ses 18 à 21 ans, il était au club, donc considéré comme formé ici. Mukiele, donc lui qui est considéré comme formé en France, devrait partir. Donc c'est vrai que, même si de l'autre côté, tu vas probablement réintégrer Kimpembe, va se poser cette question des listes UEFA. Et il va falloir recruter quelqu'un formé localement, parce que de l'autre côté, Mayoulou, par exemple, on pourrait nous dire, ouais, il a signé son premier contrat pro. Pareil, ça, une information qui était en mon absence. J'en suis très très content, parce qu'il y avait les sirènes pédophiles de Dortmund qui aiment bien recruter quand ça a 15-16 ans et que ça vient du PSG avec des méthodes assez coercitives, à la différence de Leipzig qui ont de très bonnes relations avec nous parce qu'ils ont payé quand ils ont voulu nous prendre des joueurs, par exemple Bichabou l'été dernier qui nous prennent pour 15 millions. Mais Mayoulou, lui, il sera sur la liste B normalement. La liste pour les jeunes où tu peux la modifier jusqu'à 24 heures avant le début d'un match et tout ça. Bref, là, Safonov, c'est un peu compliqué parce que techniquement, les Russes sont pas considérés comme extra-communautaires. Déjà avant Safonov, il y a aussi, au-delà des listes UEFA et donc le Tellier, il y a aussi la question des joueurs extra-communautaires. Rappel, en France, on a le droit à 4. Là, on a Ugarte, Lee Kangin. Alors, il y a certaines sources qui disent qu'il a un passeport espagnol, mais ça n'a été prouvé nulle part. Beraldo et Moscardo, qui n'ont jamais quitté le Brésil. Souvent, les Brésiliens, ils peuvent avoir un passeport portugais en même temps. C'est le cas de Marquinhos, par exemple. Mais là, pour Moscardo et Beraldo, on n'a eu aucune confirmation, aucune information en ce sens. Donc, en l'état, le PSG aurait ses 4 places d'extra-communautaire. Mais les Russes ne comptent pas comme extra-communautaires. Il y a eu plusieurs arrêts. En France, le Conseil d'État, l'arrêt Malaja en 2002. C'était une joueuse basketteuse pour Strasbourg. Et donc, ils ont inclus les joueurs russes comme joueurs non extra-communautaires. Au niveau de l'Union européenne, l'arrêt Simutenkov en 2005. Donc voilà, tous les joueurs. Golovin, par exemple, à l'AS Monaco, ne compte pas comme un extra-communautaire. Après, la guerre en 2022, comme elle a changé énormément de choses dans la coopération entre l'UE et la Russie, j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à savoir si depuis les joueurs russes sont considérés comme extra-communautaires. Bref, donc ça, ce sont des questions qui se posent, des questions juridiques. Et bien sûr, on n'oublie pas à ce poste Donnarumma qui est en discussion pour prolonger. Son contrat se termine dans 2 ans, 2026. Di Marzio nous parlait d'un possible capitanat que Gigio voudrait, puisqu'il se sent très bien au club. Il a annoncé d'ailleurs une heureuse nouvelle, la naissance future d'un enfant pour lui et sa femme. Donc ça fait très très plaisir de les voir épanouis dans leur vie parisienne, même si on se rappelle que cette saison ou la saison dernière, c'est cette saison je crois, ils ont eu un cambriolage très violent, notamment pour sa femme, alors qu'il habite dans le 8e arrondissement et tout ça. Donc ça fait plaisir et grosses félicitations à Gigio. Moi, je pense quand même que le club aimerait le challenger en Ligue des Champions, que Luis Campos et Luis Enrique, aimeraient un bon numéro 2 aussi. Il faut pas que voir ce poste de gardien dans le prisme de l'alternance
qui nous a laissé de mauvais souvenirs entre Navas et Donnarumma, par exemple, sous Pochettino. Mais peut-être que le club veut tout simplement un bon numéro 2. Voilà. Et c'est vrai que Safonov, dans cette dimension, coche quelques cases. Surtout qu'aussi Donnarumma est un gardien qui a tendance à se relâcher. Et pour qui l'alternance avec Navas, alors certes, c'était très mal terminé au Santiago Bernabéu quand il avait gagné, du coup, puisqu'il était titulaire les 2 matchs face au Real, et c'était un peu la fin à ce moment-là de l'alternance avec Navas. Mais sinon, sur la première partie de saison, il avait été très bon quand il jouait 50% des matchs avec le gardien costaricien. Bref, revenons sur Safonov. 1m92, donc un grand gardien, comme Donnarumma, pas comme Tenas. Ça, bien sûr, c'est une caractéristique intéressante pour aller dans les airs, un défaut de Donnarumma. Safonov est peut-être un poil meilleur que lui dans ce domaine. 25 ans. Alors à cet âge-là, on peut se demander pourquoi il est encore en Russie, même si de l'autre côté, la guerre en Ukraine qui dure quand même depuis 2 ans et demi. Ouais, c'était 2022, bah oui, 2 ans et demi la guerre en Ukraine. Wow, c'est immense. Donc nous donne un début d'explication. Dans la même région, en Géorgie, Gvara a été recruté au Napoli à 21 ans, ce qui est un petit peu tard. Et puis 25 ans pour un gardien, ça reste quand même très jeune. Hein. Voilà, c'est le même âge que Donnarumma. Et puis surtout, comme Donnarumma, Safonov a des défauts qui sont les moins difficiles à corriger, à savoir le jeu au pied, par exemple. Donc voilà, c'est un profil proche de Donnarumma. Hein. Ça, c'est bon. C'est tout ce qui a été lu sur les réseaux sociaux. Il est très très bon sur sa ligne avec de gros réflexes malgré sa grande taille. Et pour moi, c'est mon critère numéro 1. Franchement, quand t'es gardien aujourd'hui, il est bon pour repousser les pénaltys. Ça, c'est intéressant parce que quand t'es numéro 2 au PSG, tu joues les matchs de coupe qui sont évidemment des matchs où t'as des chances de te retrouver, notamment au début de la Coupe de France. On sait que ce sont les pénaltys directement. Il n'y a pas de prolongation. Voilà. Donc ça peut être intéressant. À la relance, avec les pieds, il a quelques difficultés, notamment quand il est mis sous pression. Donc on peut s'interroger sur le fait de recruter un joueur qui semble avoir les mêmes difficultés que notre gardien actuel. Après, on peut dire qu'il relance vite. Il relance vite, notamment avec ses mains. Il a donné une passe décisive à un coéquipier comme ça cette saison dans le championnat russe. Voilà, une relance à la main qu'il a fait rapidement. Ça, c'est un truc assez cool que j'ai remarqué chez lui. Parce que Donna m'a beaucoup frustré cette saison là-dedans. À chaque fois prendre son temps, mettre du tempo. Après, de l'autre côté, on peut se dire qu'un gardien qui relance vite, c'est bien, avec les fusées qu'on a devant, Barcola, Kolo Muani, Dembélé. Le problème, c'est que Luis Enrique, on se souvient de la gueulante qu'il avait fait à Donnarumma quand il a décidé d'allonger, par exemple, jouer vite face à Lyon en début de saison, alors qu'à la fin, l'action s'était finie en but de Mbappé. C'est quand on avait gagné 4-1, rappelez-vous. Peut-être que Luis Enrique ne veut pas, en fait, d'un gardien qui joue vite et qui joue long. Parce que lui veut jouer tranquille, court, pour éviter de perdre le ballon un peu trop bêtement. Voilà. Et puis de toute façon, au pied, on peut s'améliorer. Notre entraîneur des gardiens a des qualités là-dedans. Il l'a prouvé cette saison avec Donnarumma, dont la progression est très visible dans cet aspect du jeu. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le plus gros défaut de Donnarumma, ce ne sont pas ses pieds, hein. C'est les sorties dans les airs. Et c'est là où les adversaires, notamment en Ligue des Champions, le Barça de Xavi, l'avaient identifié, sur les corners notamment. Donc dans les airs, sa capacité aussi à capter les ballons en 2 temps, en les repoussant la plupart du temps dans l'axe. Ça, on l'a vu contre Newcastle, par exemple, match retour au Parc des Princes en novembre, là où il fait une espèce de bourde, où il relance plein axe, quelques jours plus tôt face à Monaco, si je dis pas de bêtises. Oh non, je crois que contre Monaco, c'était une autre bourde. Mais il y a pas mal de ballons qui repoussent plein axe, qui font peur, tu vois. Donc ça, c'est les gros défauts de Donnarumma. Safonov, bon, c'est vrai que il me paraît pas forcément meilleur que Donnarumma dans ces dimensions-là. Et c'est pour ça que je regrette une information qui était sortie d'Espagne. Le gardien de Valence, géorgien, tiens, comme Gvara, Mamardashvili, qui était pisté par le PSG, visiblement, en même temps que Safonov. Donc voilà, lui, c'est un gardien qui devrait partir cet été, qui était proche du Bayern l'été dernier, mais les Bavarois n'avaient pas voulu payer 35 millions pour lui. Là, il est évalué à 40 millions. Donc c'est vrai qu'on est aussi sur un joueur qui coûte 2 fois plus cher que Safonov, mais lui, pour le coup, il fait 1m97, et il est bien meilleur que Donnarumma, que Safonov aussi, je pense, dans les airs, et pour sortir. Ça me paraît très important, voilà. Dans cette équipe du PSG qui peine, parce que après à la relance, enfin moi je trouve qu'on en fait un peu trop avec la relance, tout simplement. Moi je vais vous donner mon avis.
voilà. Je pense que oui, Luis Enrique, s'il peut avoir un gardien bon au pied, il dit pas non. Mais de l'autre côté, faut pas non plus faire une fixette là-dessus, parce que déjà, tu peux progresser, comme je l'ai dit. Et puis, faut prendre du recul, en fait. Moi, je me rappelle qu'après le match d'Arnau Tenas face au Havre, il y avait des mecs sur les réseaux sociaux, mais même dans les médias, je me souviens avoir entendu ça sur RMC. Bon, c'est pas trop la référence, mais ça reste quand même l'émission la plus écoutée en France, l'Afterfoot, je suis désolé. On nous disait Tenas doit être titulaire devant Donnarumma. Et ça, je crois que c'était une des plus belles aberrations de la saison, parce que c'était véridique. Il y avait plein de gens qui, à ce moment-là, le disaient. C'était avant le match retour face à Dortmund, rappelez-vous, ça nous disait faut mettre Tenas plutôt que Donnarumma, machin chouette. Mais la réalité, elle est tout autre, en fait. La réalité, c'est que Tenas, il est très bon au pied. C'est qu'il a le même agent que Luis Enrique, et donc, forcément, Luis Enrique est derrière son recrutement l'été dernier. Mais quand Navas est revenu de sa blessure au lombaire, c'est lui qui l'a préféré à Tenas, Luis Enrique. Voilà. Alors que Navas n'était pas du tout en condition physique pour démarrer un match. Luis Enrique, on rappelle qu'il a dégagé Verratti de l'effectif pour des kilos en trop. Navas, quand tu vois comment il était tout boursouflé, et puis la petite brioche, et puis surtout le manque de réflexe tout simplement dans son jeu, le peu de fois où on l'a vu cette saison, tu te dis que bon, je pense que les données physiques, elles devaient pas être trop présentes quand le staff faisait les tests cette saison. Et donc Navas a quand même été préféré à Tenas par Luis Enrique, même si au final, de manière brute, les deux ont joué, je crois, la même somme de matchs, à savoir 6. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, Tenas part en prêt. Luis Enrique ne l'a pas du tout mis dans ses plans de manière sérieuse, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas un bon gardien. Il a beau être bon au pied, sur sa ligne, il arrête pas les ballons, quoi. Et donc je pense que c'est comme ailleurs. Luis Enrique, faut pas le voir comme un entraîneur dogmatique. Il est très flexible sur ses idées, très évolutif. Et je pense pas qu'il faut faire une fixette sur le fait d'avoir un gardien bon au pied, parce que comme je le disais, peut-être qu'aussi Luis Enrique, dans un autre sens, préfère relancer court de manière posée. Et pour ça, t'as pas besoin d'un excellent gardien. Par exemple, cette saison, on pourrait me dire, oui, mais si Donnarumma n'allongeait pas, c'est parce que Luis Enrique n'avait pas les hommes devant pour récupérer de longs ballons. Ce qui est vrai. Mbappé, Barcola et Dembélé, bon, c'est sûr que c'est pas des attaquants pivots. Mais quand on me dit que Luis Enrique a pour priorité cet été Gvara, à savoir un ailier qui fait 1m83 mais qui est pas réputé pour faire des contrôles poitrine sur un long dégagement, on peut pas me dire que ce soit quelque chose qui gêne Luis Enrique de ne pas pouvoir allonger parce que devant il y a personne pour récupérer. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il faut pas non plus voir le truc de manière un peu trop extrémiste. Pour revenir sur Safonov, leadership, capitaine de son équipe depuis 4 ans, il est aussi international. Il semble bien parler à sa défense, donc ça c'est bien, même si là-dessus c'est vrai qu'il y a des interrogations sur son intégration. On ne sait pas quelle autre langue il parle que le russe. Autant vous dire que le russe, pour s'intégrer dans cet effectif, bon, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que là-dessus, on peut se poser des questions. Donnarumma est bon aussi. Donnarumma parle plutôt bien, même si cette saison il y a eu quelques incompréhensions avec Danilo notamment. Donc voilà, le prix, donc 15 millions, voire 20 maximum, avec les bonus compris. Alors ça peut interroger. Après, Lunin au Real en 2018, il coûte 8-10 millions pour jouer numéro 2. Arsenal, ils ont mis 28 millions sur Ramsdale, et l'été dernier, ils ont pris David Raya. Aujourd'hui, ils vont lever l'option d'achat. Alors certes, il y a eu un prêt. Pendant ce prêt, il a été élu meilleur gardien de Première Ligue, et maintenant, ils vont donc mettre 31 millions sur un joueur qui est donc passé devant Ramsdale cette saison, qui était venu l'été dernier, avec des ambitions qui, au final, sur le terrain, ont été relevées complètement. Donc voilà, c'est vrai que on a quand même Arsenal qui a passé 60 millions sur ces deux gardiens. C'est peut-être la norme déjà, donc sur le marché des transferts. Même un numéro 2, un bon numéro 2 coûte un peu cher. Après les gars, on va pas se mentir. Moi, c'est pas ce qui me choque le plus. 20 millions pour le PSG, c'est rien du tout, en fait. Si on se plaint de ça, on se plaint de tout. On se plaint des 90 sur Colomani, on se plaint des 80 sur Ramos, parce que au PSG, on surpaye tout le monde. Sans exception. Même les mecs qui sont formés au club, Parce que Warren Zaïre-Emery, ça c'est pareil, ça m'a pas échappé. Pendant mon absence, il y a eu un papier qui nous a dit, ah bah non, en fait, il est pas top 10 des salaires, il est top 7. Donc, j'ose pas imaginer le salaire de porc qu'il a pris, jusqu'en 2029. Moi, j'ai rien contre Warren, bien évidemment.
Mais quand t'es top 7, peut-être qu'aujourd'hui ça correspond avec sa place qu'il a dans l'effectif. Peut-être que oui, c'est un des 7 joueurs les plus importants de cet effectif. Mais dans un effectif qui vise la Ligue des Champions, un joueur de 18 ans, qui certes est très bon, hein, bien sûr, physiquement, très très précoce et tout ça, mais pas forcément aussi décisif que tous les autres cracks qu'on voit émerger sur la scène mondiale. Bon, je suis pas sûr qu'il est top 7, quoi, dans une équipe qui veut la Ligue des Champions. Donc c'est sûr qu'il va falloir que Warren réponde la saison prochaine à ce tout nouveau statut, mais tout ça pour dire qu'au PSG on surpaye tout le monde. Voilà. On nous dit oui, on surpaye pour attirer les autres joueurs parce que la Ligue 1 c'est un poids, mais en fait on surpaye même les mecs qui sont là depuis qu'ils sont tout jeunes. Voilà, c'est dans la nature de Nasser, de tout le monde au sein de ce club. Et donc ce qui importe, c'est pas l'indemnité de transfert, c'est la masse salariale sur laquelle on doit faire attention parce que le fair play financier est axé exclusivement là-dessus. Et donc en passant de Navas à 10 millions à Safonov, qui devrait toucher au grand maximum 2 fois moins, évidemment on y gagne. Par contre, ce qui m'exaspère, c'est la durée du contrat, encore une fois. 2029, 5 ans. Franchement, ça, tu vois, c'est une certaine forme d'incompétence. Les mecs comme ça, c'est 3 ans. Allez, 4 ans, 3 plus 1 maximum, tu vois. Mais 5 ans, après, comme d'habitude, on va se retrouver avec des boulets qui vont partir en prêt, qui vont revenir chaque année, comme là, on a Bernat qui va revenir, qui a fait un prêt lamentable au Benfica, qui s'est encore fait opérer parce qu'il a eu une pubalgie, si je dis pas de bêtises. Renato Sanchez, 5 ans de contrat pour 12 millions d'euros. Parce qu'à la limite, quand tu donnes 5 ans de contrat, l'excuse c'est pour amortir. Parce qu'on divise l'indemnité par 5. Mais bon, 15 millions... Bon, divisé par 5, ça fait 3. Je suis pas sûr que le PSG en soit à compter 3 millions par an dans ses comptes, quoi. Donc ça, c'est le truc qui me gêne limite le plus, en fait, dans ce transfert. Deuxième chose, la question des priorités, quoi. Parce que c'est sûr qu'on a plein de chantiers prioritaires. Grosso modo, toutes les lignes, on doit recruter. Et au final, la première recrue qu'on fait, c'est un gardien inconnu au bataillon pour jouer numéro 2. Bon, même si de l'autre côté, on sait que ça allait bouger à ce poste. Et qu'il fallait, puisqu'on a eu des départs, notamment Keylor Navas. Le problème, c'est qu'on est très tôt dans le mercato, et on peut déjà tirer quelques petites conclusions. Déjà, au poste de milieu, Guimaraes, c'est mort. Bernardo, on a une information de Ben Jacobs qui nous dit qu'en fait, la clause libératoire à 58 millions, elle serait valable qu'à partir de 2025, et donc pour cette année, il faut négocier avec Manchester City, détenu par les Émirats, qui visiblement demande 75 millions. Bon, autant vous dire que on va encore décaler d'1 an pour la 3e fois avec lui. On a aussi beaucoup de joueurs sous contrat à ce poste, comme je disais, Cher Endour, Kari aussi qui va revenir de près, tout comme Renato Sanchez dont il va falloir se débarrasser. Et surtout, j'ai lu dans Le Parisien qu'en fait la priorité, c'est un milieu défensif créatif. Ah, j'ai dit ok. Pourquoi ? Parce qu'à ce poste, en fait, on a déjà Ugarte, on a Boscardo qui va arriver en fait. Et donc là, on va repartir sur un numéro 6. Visiblement, un numéro 8 créatif qui se projette dans la surface, qui est plutôt grand, athlétique, ça semble pas être une priorité du club. Ça me gênerait, tu vois, si on recrute pas au moins 2 milieux de terrain, notamment un de classe mondiale, quoi. Donc là, j'ai l'impression qu'encore une fois, on part sur ce poste délaissé, parce qu'on parle de tout, sauf du milieu. Alors, ça, la défense centrale, ok, les Nioro, on est à fond, il y a quelques noms qui sortent. Au poste d'ailier, pareil, mais je dis pas que ces postes ne doivent pas être des priorités. Je dis juste que j'ai un peu peur au niveau du milieu. Et autre poste qui me fait très peur, c'est le latéral. Alors là, on prend un gardien remplaçant. Moi, je suis pour la concurrence à tous les postes. Très bien d'avoir Donnarumma avec un très bon numéro 2. Moi, honnêtement, Safonov, le deal, je le critiquerai pas. J'en suis content. Parce que j'ai l'impression qu'on a un bon gardien avec de vraies qualités fortes, qui est plutôt jeune, qui va pas coûter cher en termes de salaire, même si l'indemnité peut faire parler. Je trouve que, en fait, aujourd'hui, ce sont les prix, voilà, comme je l'ai expliqué. Et 2, on est le PSG, donc c'est sûr que en fait les millions, je suis désolé, en fait l'été dernier on a fait un mercato à 400 millions, on peut pas se plaindre de balancer 15 sur ce mec, voilà, tout simplement, parce que sinon tu te plains de tout si tu te plains de ça au PSG. Voilà, on a balancé 60 millions sur Ugarte, qui a vraiment un bagage technique très limité, tout comme 95 sur Colomwani, où tu peux faire le même constat. Voilà. Mais alors au poste de latéral droit comme à gauche, en fait, si on recrute pas, je me dis, c'est un poste important, quoi. Il faut des mecs qui ont du coffre. Et là, on aura Nuno Mendes,
qui depuis qu'il est revenu joue un match sur deux. Lucas qui est aux fraises, enfin qui est voilà opéré machin. Beraldo, il va falloir l'installer en défense centrale, ça suffit. À droite, Hakimi. Alors Carlos Soler qui jouait les remplaçants pour les petits matchs de Ligue 1, bah, visiblement il va partir. Warren, j'en veux pas à ce poste-là, hein. Je mets pas Warren top 7 salaire pour qu'il joue les dépanneurs quand Hakimi est avec le Maroc. Hein. Donc à un moment donné, Mukiele pareil devrait partir. Lui qui a joué aux deux postes cette saison. Bon, voilà, c'est vrai que ça aussi, ça peut interroger en matière de priorité. Voilà, sans parler des départs bien sûr, qui doivent aussi être une priorité avec les retours de prêt et tout ça. Bien sûr, tu as aussi la question politique. Tu peux te questionner. La Russie est un pays boycotté par l'Union européenne et la France depuis 2 ans. Et là, on va envoyer 15 millions à un club russe. Même si Krasnodar est détenu en très très grande majorité par des fonds privés. Bon, en Russie, c'est vrai que public-privé, la distinction est un peu difficile à faire. Mais Krasnodar, disons que c'est pas le Zénith Saint-Pétersbourg qui, eux, par contre, derrière, c'est Gazprom. Alors là, voilà, entreprise gaz russe très très liée à l'État et tout ça. Mais quand même, c'est vrai que ce sont des questions qui se posent. Et puis même pour le joueur, en fait, au niveau médiatique, on fait comment s'il y a un journaliste qui s'amuse à lui poser une question sur la guerre en Ukraine et que lui, il donne une réponse un peu bizarre, un peu qui sera tirée en épingle. Et on le sait très bien, au PSG, les sujets politiques peuvent tout de suite partir en vrille complètement. Et ça peut te faire une semaine de polémique, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Tout comme la question avec son ex-femme. Parce que juste après la sortie des infos, le lion au PSG, il y a l'avocate de son ex-femme qui a pris la parole pour dire, en fait, en mars 2023, il est allé en justice pour demander la garde de sa fille et une pension alimentaire de son ex-femme. Problème, la justice l'a débouté complètement. Ils lui ont dit non, tu prends pas la garde. Et en plus, c'est pas la femme qui va te verser une pension, mais c'est toi. Et selon l'avocate de la femme, donc prendre avec des pincettes, et elle défend les intérêts de la femme, visiblement, Safonov ne verserait pas de pension à son ex-femme pour sa fille, comme la justice lui a dit en 2023. Et lui, il voudrait récupérer la garde de sa fille. Forcément, quand tu pars de Russie pour aller en France, que tu es un joueur de foot professionnel qui est en déplacement une fois tous les 15 jours, c'est sûr que c'est compliqué de la récupérer, ta fille. Donc ça, c'est vrai que c'est encore quelque chose à prendre, en fait. À prendre en compte dans ce dossier. Bref. Dans tous les cas, on s'est débarrassé de Neymar Icardi qui avait des histoires familiales exposées au grand jour et qui nous régalaient. L'été dernier, on s'en est séparés, donc j'étais très déçu parce que depuis, on a recruté que des joueurs qui sont lisses. Asensio, Skriniar, rappelez-vous, ils se sont mariés 2 jours après leur signature au PSG l'été dernier. Dembélé, il est marié depuis 2 ans. Alors là, il est à la maison, il a vraiment trouvé la femme parfaite. Là, ça y est, il est devenu casanier. D'ailleurs, ça a un lien, je pense, dans le fait qu'il a plus de blessures et qu'il est très très impliqué. Gonzalo Ramos, Beraldo, Moscardo, si vous les suivez sur les réseaux, c'est des gros lovers, les mecs ils mettent que des posts avec leur nana. Donc là ça fait du bien de retrouver un mec avec qui on va avoir quelques histoires comme ça, les gars. On est le divertissement Saint-Germain. À un moment donné, il faut bien aussi retrouver de notre superbe. Bref, ça c'était l'instant rigolade. Dans tous les cas, je fais pas partie de ceux qui critiquent le choix de recruter Matvei Safonov en tant que numéro 2. Je suis pour ceux qui veulent de la concurrence à tous les postes. Moi, je veux pas de l'alternance. Je veux pas qu'on parte parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi Safonov aurait demandé une clause pour jouer un certain nombre de matchs en fait, et donc imposer au club contractuellement une espèce de forme d'alternance avec Donnarumma. Ça m'étonnerait qu'on ait fait ça quand même. Les rumeurs venaient de sources un peu bancales, mais ça m'étonnerait vraiment qu'on ait fait ça. Par contre, la concurrence, voilà, s'il est meilleur que Donnarumma le peu de fois où on le voit, je suis pas contre le faire passer devant, tout simplement, pour le bien de l'équipe, parce que je mets les joueurs sur le terrain, pas parce que je les aime, mais pour le bien de l'équipe avant tout. Moi, je suis pour qu'on mette Nuno Mendes en concurrence, je suis pour qu'on mette Achraf en concurrence, je suis pour qu'on mette Barcola en concurrence, je suis pour qu'on mette Donnarumma en concurrence. Par contre, l'alternance, non. Les histoires de régime, tu joues 50-50, non. Par contre, les histoires de le meilleur joue, ok. Là, je suis d'accord. Et c'est le lot de toutes les grandes équipes qui aujourd'hui recrutent des gardiens numéro 2 de plus en plus forts et qui mettent de plus en plus le prix fort. Donc voilà. Et sur le joueur en lui-même, moi je suis plutôt content. Comme j'ai dit, j'ai relativisé ses défauts au pied en vous parlant un petit peu de Luis Enrique, du fait qu'au pied, on peut progresser beaucoup plus que dans les réflexes, par exemple, quand t'es gardien. Bref, ce retour avec une vidéo de 32 minutes est déjà légendaire. On se retrouve demain, bien sûr, pour parler d'un autre sujet du coup. Le programme là pour la semaine prochaine, ça va être une vidéo par poste, par sujet. On va parler de Gvara, ce poste d'ailier. On va parler d'Mbappé aussi, qui visiblement devrait être officialisé lundi ou mardi. Du poste de défenseur central, parce qu'il y a quelques surprises. Et les gars,
Je pense que la semaine prochaine, je vais prendre 2 jours où je vais me poser et je vais vous faire un petit mercato parfait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit mercato parfait. Je vais vous faire le mien, je pense, disons à 75%, je vous posterai un mercato parfait la semaine prochaine. Parce que là, j'ai rien à foutre. Donc voilà, j'aime bien faire ce jeu. Et c'est vrai que l'année dernière, on l'avait pas fait. Cet hiver, on l'a pas fait. Donc là, on va le refaire, les gars, ok? Allez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain. Et pour tout l'été, les gars, là, il n'y a plus de ralentir. On va faire des vidéos quasiment tous les jours. Dès qu'il y a une information, je vous donnerai mon avis là-dessus. Ciao les amis, prenez soin de vous.